Il faut d'abord préciser que ce document ne se présente pas tel qu'il était à l'origine. Les bibliothèques relient en effet souvent les fascicules de journaux ou de revues, notamment de grand format, de manière à leur assurer une plus longue conservation. Ce que vous voyez correspond donc à la dernière page d'un numéro et à la une du numéro suivant. Au début des années 20, le Petit Parisien appartient aux 5 plus grands quotidiens de la capitale et du pays. Ils peuvent avoir plusieurs éditions par jour. La bibliothèque historique conserve la dernière édition du Petit Parisien qui sort à 5 heures. Ces grands journaux ont des tirages compris entre 500 000 et 1 300 000 exemplaires. Ils comprennent en général 6 à 8 pages. Cette une du dimanche 6 juillet 1924 nous donne une idée de la densité des informations générales placées en une. Plusieurs titres sur des sujets variés se côtoient. La première actualité dans le sens de la lecture concerne les négociations diplomatiques au sujet des dommages de guerre que l'Allemagne doit à la France après la Première Guerre mondiale. Cette question occupe le devant de l'actualité durant une bonne partie de l'année 1924 et constitue l'un des principaux objets de débat au cours des élections législatives du printemps 1924. Le Petit Parisien fait une relation neutre de ces événements. Son positionnement politique est en effet peu marqué et les informations qu'il diffuse sont reconnues pour leur fiabilité et leur accessibilité. Son lectorat est large et comprend en particulier les couches populaires. On peut remarquer la prégnance encore plus forte du souvenir de la guerre avec la photo centrale de la une. Elle illustre l'annonce de l'inauguration du monument aux morts de Beauvais par le maréchal Foch le jour même. Les années d'après-guerre sont jalonnées de cérémonies de ce type. D'ailleurs, même les JO de Paris sont imprégnés de cette mémoire. Par exemple, la délégation des athlètes américains se recueille sur la tombe du soldat inconnu dès le lendemain de son arrivée en France, le 26 juin 1924. Nous avons choisi cette date du dimanche 6 juillet afin de vous donner une idée de la manière dont est relayée par les grands quotidiens la cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui se déroule la veille, le samedi 5 juillet 1924, au stade de Colombes. Il s'agit d'un des moments les plus marquants de l'événement sportif. La cérémonie réunit environ 40 000 spectateurs sous l'égide de personnages illustres, le baron Pierre de Coubertin, président du Comité international olympique, le comte de Clary, président du Comité olympique français, Gaston Doumergue, le tout nouveau président de la République depuis le 13 juin, et des têtes couronnées d'Europe et du monde. Le compte-rendu de la cérémonie est très factuel et semble en souligner la bonne organisation. L'affluence du public à Colombes est exceptionnelle. À l'exception de l'inauguration de la piscine des Tourelles, le 8 juin, 8000 personnes, et des épreuves de natation, des matchs de rugby et de football, ainsi que des compétitions de tennis, d'athlétisme et de cyclisme, surtout les dimanches, les enceintes sportives seront en effet rarement combles au cours des JO et le compte-rendu officiel du comité organisateur reconnaît un relatif échec médiatique et populaire. Pourtant, le comité olympique français met en œuvre une politique en matière de communication particulièrement volontariste. Une commission de propagande est créée pour assurer la diffusion des informations de manière officielle à travers de nombreux communiqués. Environ 700 journalistes sont accrédités. Des installations spécifiques sont mises à disposition des journalistes au stade de Colombes, à savoir 18 appareils télégraphiques et un poste de téléphonie mobile pour transmettre les dépêches au plus vite aux organes de presse. Des photographies officielles sont proposées aux journaux et revues. On les retrouve d'ailleurs utilisées par les grands quotidiens comme le Petit Parisien. Et un film est même tourné. La couverture que fait le Petit Parisien de la cérémonie d'ouverture des JO est représentative du traitement de l'événement par l'ensemble des grands titres quotidiens. Non seulement il figure à la une, mais il est aussi illustré par une photo du serment olympique prêtée par l'athlète Géo André, à un moment où la part de la photographie dans la presse quotidienne est encore modeste. La presse d'opinion fait généralement une place plus discrète à l'événement.
Quant à la relation des épreuves, si les grands quotidiens peuvent manifester un certain enthousiasme vis-à-vis des exploits sportifs, les historiens ont relevé que la presse généraliste se contente souvent de retranscrire les dépêches officielles. Cette une du Petit Parisien témoigne donc du poids tout relatif des JO dans les préoccupations de l'opinion publique de l'époque au regard des affaires politiques et diplomatiques, ainsi que des faits divers. On notera l'attrait toujours plus grand pour les suites de l'affaire Landru. En face, la dernière page du numéro du samedi 5 juillet 1924 illustre la place de la publicité dans les grands quotidiens. Présente dès la deuxième page, elle envahit progressivement l'espace jusqu'à occuper quasiment toute la surface des dernières pages, avec parfois des encarts à pleine page, notamment pour les grands magasins parisiens. On peut estimer que le tiers des grands quotidiens est occupé par de la publicité. Cette publicité participe en effet de l'équilibre économique des organes de presse. Les historiens de la presse considèrent que la Première Guerre mondiale marque la fin de l'âge d'or de la presse. Les journaux traversent alors une période de crise. De 80 en 1914, les quotidiens parisiens sont passés à 30 en 1924. Le tirage des plus grands journaux a fondu sous le million d'exemplaires, qu'il dépassait avant-guerre d'ailleurs. Seul le Petit Parisien dépasse encore ce chiffre impressionnant, 1 325 000 exemplaires en 1924, et s'enorgueillit de cette première place sur son bandeau de titres, le plus fort tirage des journaux du monde entier. La crise des journaux est d'abord due à la pénurie de papier, puis à la hausse de son prix. Leur personnel a été décimé par la guerre et son coût augmente. En conséquence, le nombre de pages des grands quotidiens, qui était monté à une dizaine, est restreint et le prix du numéro augmente. Cette crise est aussi une crise de confiance. Les Français sont échaudés par la propagande officielle relayée par la presse au cours du conflit, le fameux bourrage de crâne, ainsi que par sa contribution à de grands scandales financiers, comme le scandale de Panama ou celui des emprunts russes, révélés par l'Humanité en 1923. Dans ce contexte, malgré leur faiblesse relative par rapport à d'autres pays, les recettes publicitaires des journaux sont cruciales. Dans les années 20, on estime que 50% des dépenses publicitaires se font dans la presse. Cette économie est entre les mains d'agences qui commercialisent, auprès des annonceurs, des emplacements dans les journaux. Havas est la plus puissante. Elle contrôle le consortium réunissant les 5 plus grands quotidiens. Les tarifs varient selon les tirages. Pour gagner lecteurs et annonceurs, l'une des stratégies des grands quotidiens consiste à multiplier les rubriques pour intéresser des publics plus variés. Petites annonces, feuilletons, actualités des spectacles, informations sportives. La diversification du lectorat permet aux journaux de justifier auprès des annonceurs de l'intérêt grandissant de vanter leurs produits dans leurs colonnes. Le commerce français, majoritairement composé de petites boutiques, reste en effet sceptique vis-à-vis d'un canal publicitaire cher et peu adapté à la clientèle de proximité. Coûts et impact sont mieux maîtrisés avec l'affiche, le prospectus et le catalogue. Au début des années 20, les annonceurs réclament d'ailleurs une plus grande transparence dans la politique tarifaire et souhaitent que les tirages des titres de presse soient vérifiés. Mais la presse quotidienne parisienne y est hostile. Le Petit Parisien est l'un des rares journaux à se prêter au contrôle. Les encarts publicitaires du début des années 20 témoignent du développement de certains secteurs commerciaux. Automobiles, radio, ameublement. On peut les mettre en relation avec un début de hausse du niveau de confort des habitations. Le premier salon des arts ménagers se tient l'année précédente, en 1923. On relève ici les grands encarts illustrés du Palais de l'Ameublement et des Usines nationales de literie, ou la plus modeste annonce de la grande manufacture lyonnaise de matelas. Si les firmes automobiles sont absentes de cette page, c'est peut-être parce que le lectorat du Petit Parisien est jugé plus populaire. Les marchands de cycles, en revanche, sont nombreux à vanter leurs produits. Swell, Galix, Clément, Thomann Jaxi, Armor, Peugeot. 3 d'entre eux proposent d'acquérir un vélo à crédit. La marque Armor, quant à elle, appuie son argumentaire sur les performances de ses modèles durant le Tour de France, l'événement sportif le plus populaire qui soit.
Mais cette page d'annonce est également représentative des caractéristiques traditionnelles de la publicité dans la presse, fortement critiquée par une nouvelle génération de professionnels de la publicité.